Et les sciences cognitives, on a vu, j'en ai tiré les conclusions. Qu'en est-il des textes ministériels? Très clairement, la menace de retour au comptage-numérotage est grande, principalement sous l'influence de Michel Fayol et de Stanislas Dehaene. Je vais essayer de vous le montrer à travers le point suivant, qui est, deuxième partie, dans les évaluations CP et CE1, une épreuve étonnante, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Dans une vidéo, alors vous avez sur le site EduScol, je vais vous la remontrer, hein, je vais vous la remontrer. Hein. Oh, vous avez un segment, les bornes sont numérotées, ça c'est l'entrée au CP. Ça. Les bornes sont numérotées, il y a 0, il y a 10, il y a plusieurs propositions de réponse et il faut choisir la bonne. Le point là, quel est le nombre, quel est le chiffre qui doit être apparié? Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas évident, hein. Même pour être sûr, il faut mesurer, se livrer à un petit calcul de proportionnalité, et puis là, on s'aperçoit, oui, c'est 4. Ouais. Oui, c'est 4. Mais voyez, si vous ne regardiez pas les propositions de réponse, on n'a pas mis 3 dedans. Mais sinon, on peut hésiter entre 3 et 4. Hein. On peut hésiter, ce n'est pas si simple que ça. On est à l'entrée au CP. Hein? Bon. Et alors, bon, donc, les collègues stupéfaits, quoi. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Pourquoi cela? Je vais essayer de vous l'expliquer. Sur le site EduScol, vous avez un certain discours pédagogique qui justifie cette épreuve, et vous avez aussi une vidéo. Sur cette vidéo, c'est Michel Fayol qui intervient. Et il dit, je n'ai fait que transcrire ce qu'il dit, cette épreuve, ce test, permet d'avoir une très bonne indication sur la capacité à mettre en relation un symbole, le chiffre arabe, et la quantité correspondante. Alors là, moi, les bras m'en tombent. Là, je ne comprends plus rien. Il y aurait des quantités là-dedans. Je vois le chiffre 10. Un enfant qui sort d'école maternelle, 10, c'est 10 unités, c'est 10 crayons, c'est 10 enfants, c'est 10 unités, si vous voulez. Mais là, le chiffre 10, c'est 10 quoi? Où est-ce que je vois des unités? Où est-ce qu'il y aurait une quantité, là? Je n'en vois aucune, moi, quantité. Et 0, à l'école maternelle, ils apprennent que 0, c'est quand il n'y a rien. Là, j'ai un point, j'ai un trait, et je l'appelle 0. Mais il y a un trait, enfin. Pourquoi il s'appelle 0? Il n'y a pas rien. On est à nouveau dans De Vos. Là, franchement... Alors, pour comprendre ce qui se passe derrière ce type de représentation, derrière une droite numérique, si vous voulez, comme ça, hein, avec des points, ben, on peut se reporter à un vieux texte issu d'un tome de l'encyclopédie de la Pléiade. C'est un texte de Gérard Vergniaud. Hein. C'est un tome qui s'appelle Psychologie. En 1986, il était coordonné par Jean Piaget, Pierre Mounoud et Jean-Paul Brancard, tous chercheurs à Genève. Il s'appelle ce texte « Appropriation d'un signifiant complexe, la droite numérique ». Il faut apparier des chiffres arabes, des quantités, et puis des schémas. Alors là, moi, je comprends l'appariement entre les chiffres et les schémas. Ah, moi, je vois des quantités, là. Là, 2,
2, je vois à quoi ça renvoie. Là, j'ai deux segments égaux. La 3, j'ai 3 segments égaux. La 4, il y a 4 segments égaux. Là, je comprends. Et un petit enfant, à la limite, c'est susceptible de comprendre. C'est comme ça que les enfants de CP apprennent à mesurer, hein, d'ailleurs, hein, les centimètres. Hein. Là, je comprends. Mais tu voyais que là, je comprends déjà beaucoup moins. Tout de suite, je comprends moins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les 4 schémas du haut et celui du bas? Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a basculé, on a déplacé les chiffres vers la droite, vers le point du droit, à droite. Hein? Il appelle ça, le 2, il vient là, le 2. Le 3, il vient là, au lieu d'être au milieu. Le 4, il vient là. Gérard Vergniaud, il appelle ça le principe de ponctualisation. Hein? Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut tout inclure, fusionner. Il faut tout fusionner. Il appelle ça le principe d'inclusion. Vous comprendrez peut-être mieux avec ça. 1, il est là, vous voyez, il est entre le 0 et le 1. 2, ce sont les deux segments entre le... Mais c'est pas évident, tout ça s'apprend. Comment voulez-vous qu'un enfant qui rentre au CP comprenne ça? Ben non, il n'y comprend rien. Alors, si vous voulez... Une difficulté importante, d'ailleurs Gérard Vergniaud, il montre que des élèves de cycle 3, de CM, ne comprennent pas encore ce type de représentation, par exemple quand on leur demande de représenter des durées sur une ligne numérique. Ça reste difficile jusqu'au cours moyen. Et on voudrait que des enfants à l'entrée au CP le comprennent. Donc une difficulté importante, c'est comprendre ce mode de représentation. Donc on peut faire une prévision, hein, sur les résultats. Et j'espère qu'ils vont traiter les résultats quand même. Hein? Non, mais parce que vous êtes dans une... vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne connaissez pas les résultats, vous êtes les petites mains du système. Il y a quand même... il y a quelque chose de stupéfiant, là, encore, hein, pas simplement sur le type d'épreuve proposée, sur la façon dont ça se passe. On peut faire une prévision sur les résultats. Il va y avoir des élèves qui échouent alors qu'ils sont performants en calcul. Ils sont performants en calcul, mais leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Vous voyez, il y a des enfants qui réussissent, hein, parce qu'au début, il y a un petit protocole où, par exemple, on demande de placer le point 1. Non, on dit le point 1 est placé, et on dit, tu vois, le point 1, il est là. Il y a un petit protocole très bref, puis vous savez, il y a toujours quelques élèves qui comprennent tout au quart de tour. Le plus dur, ça serait de les empêcher d'apprendre, quoi, hein. Ils passent leur temps à avoir tout compris avant qu'on ait terminé de l'expliquer, quoi, hein. Et donc, bon, voilà, donc le taux de réussite est loin d'être 0, hein, évidemment. Ça n'a rien d'étonnant, hein. Mais il va y avoir des élèves qui échouent à cette épreuve, alors qu'ils sont très bons en calcul. Je vous donne le cas d'un élève. Hein, un élève. Entouré 76 parmi tous ces écritures chiffrées, 10 fois c'est proposé ça. Score 10 sur 10, 100% de réussite. Calcul oral depuis 3 plus 2 jusqu'à 8 plus 7. Pas simple, hein, à l'entrée. On est en CE1, hein, entrée au CE1. 8 plus 7, c'est pas complètement simple à l'entrée au CE1. Hein. 78% de réussite, c'est bien. Hein, c'est bien. Il y a un domino, il y a le chiffre 7 en haut, 2 cases. À droite, non, c'est à gauche pour vous. À gauche du domino, il y a une quantité. À droite, il y en a une autre. Est-ce que la somme fait 7? Et il y a 21 dominos comme ça. Tous les 7 sont reconnus, aucun 7 erroné. Vous voyez, il ne répond jamais 7 alors qu'il y a 8 trucs, 100% et 100% de réussite. Avec 13, ça fait 88% et 100%. L'épreuve de vitesse, je l'exclus parce qu'un pourcentage de réussite, c'est difficile. Il faudrait la normaliser, si vous voulez. 5 petits problèmes. Léo a 24 € dans son porte-monnaie. Il a 8 € de plus que Lilou. Je vous la fais brève. Combien d'euros Lilou a-t-elle? C'est 24 moins 8. Pas évident. Pas évident.
100% de réussite, cet enfant. 100% de réussite au problème. Calcul écrit, regardez, ils ne sont pas évidents, ces calculs écrits. 78% de réussite. Il a juste été pas rapide. Tout ce qui est fait est bon. C'est un bonnet. Dictée de nombres jusqu'à 100, 100% de réussite. Entrée au CE1. Globalement, il a 93% de réussite. L'épreuve de placer, apparier les points, l'épreuve d'apparier les points à des écritures chiffrées, 33% de réussite. 33% de réussite. J'ai regardé rapidement, il y a 9 élèves sur 28 comme ça. 28 élèves dans le CE1, il y en a 9 qui ont ce profil-là. Je vous rappelle ce qu'écrivait Michel Fayol. Ce test permet d'avoir une très bonne indication sur la capacité à mettre en relation un symbole, le chiffre arabe et la quantité correspondante. Mais l'élève qui a 100% de réussite a des problèmes pas si faciles que ça, qui réussit pratiquement partout. Il ne sait pas mettre en relation un chiffre arabe et une quantité. Je ne relèverai pas les bras. Alors, d'où vient l'idée folle de proposer un tel test? Des travaux de Stanislas Dehaene. Dans la Bosse des maths, deuxième édition en 2010, il y a le sous-titre 15 ans après, Stanislas explique que les bébés naissent avec un soi-disant, je dis soi-disant parce que c'est extrêmement controversé, système de nombres approximatifs. En anglais, c'est l'ANS, vous savez que l'ordre des mots est inversé. Hein. Qui, en forme immature, aurait cette allure? Le bébé, lui, les premières quantités, elles sont mieux distinguées que les précédentes. Plus il y a d'unités, plus il a de mal à les distinguer. Vous voyez, deux unités consécutives. Et donc, sur ce qu'il pense être une ligne numérique mentale innée, hein, les premiers, ce qu'il pense être des nombres, chiffres, alors mais à chaque fois il ajoute le mot approximatif. Hein, c'est un système de nombres approximatifs. Hein. Au début, le son est passé, puis ça se resserre. Plus ça grandit, plus ça se resserre. En termes savants, c'est une échelle logarithmique, hein, en termes savants. Et puis le progrès, comment va-t-on l'évaluer? Eh bien, l'échelle, elle va devenir petit à petit linéaire, les intervalles vont devenir réguliers. L'enfant va apprendre comment, on va voir, que les écarts deviennent égaux. Hein, deviennent égaux. Alors ça y est, hein, on comprend son test. Alors ça, par exemple, le premier, la ligne numérique mentale approximative immature, c'est aussi celle des Indiens Munkuruku. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi celle qu'on observe chez des Indiens d'Amazonie, illettrés, qui n'ont pas appris à compter, etc. Alors évidemment, on ne fait pas l'expérience avec des chiffres, on fait l'expérience avec des collections. Hein, et puis, on a une collection de 1 ici, une collection de 2, une collection de 3. On demande d'apparier une collection avec un point. Hein. C'est exactement ce que font nos élèves. Et puis, on fait ça entre 1 et 9, parce qu'une collection de 0, c'est difficile. Quoi, hein. Le Munkuruku, il serait étonné. Quoi, hein. Et donc, voilà. Alors, donc, vous avez en haut une ligne numérique mentale approximative immature, et en bas, une ligne mature. Alors, voilà, on met un point là, puis on se demande, l'élève va-t-il répondre 4, comme dans la ligne numérique mentale mature, ou va-t-il se comporter comme un Munkuruku? Ou comme un bébé? S'il se comporte comme un Munkuruku, un bébé, il va dire 1 ou 2. S'il a déjà progressé, il va dire 3. Vous voyez, donc voilà, ça vient de là. Mais la moindre des choses serait d'expliquer. Ça serait quand même la moindre des choses. Bon. Sur le café pédagogique d'hier. Bon.
Et ça chauffe. Hein, Sur mon compte Twitter, j'ai des... ça tweet sec. Hein. Sur le café pédagogique du vendredi, on trouve une critique argumentée avec toutes les références théoriques possibles pour montrer que c'est extrêmement controversé, que pour tout dire, je pense très sincèrement que ça ne tient pas la route, hein, son cadre théorique. Déjà, c'est un ordre de grandeur approximatif, qui est inné. Si vous voulez, ce qui est inné, il y a des compétences innées, hein, il ne s'agit pas de le nier, hein, mais si vous voulez, en anglais, la plupart des auteurs, ils n'utilisent pas le vocabulaire de Stanislas Dehaene. Il ne faut pas croire que Stanislas Dehaene est la référence internationale qui ferait loi. C'est faux. C'est faux. Un grand nombre d'auteurs parlent de magnitude, un système approximatif des magnitudes. Et quand on cherche à traduire magnitude en français, on tombe sur ordre de grandeur. Si vous voulez, pour le dire simplement, l'évolution darwinienne a bien fait son travail. Tous les animaux sont équipés pour que dès la naissance ou très précocement, ils sachent distinguer un gros tas de nourriture d'un petit tas de nourriture. Grosso modo, la compétence innée, elle est de cet ordre. Parler de système de nombres approximatifs, c'est voir des connaissances là où elles ne sont pas. Hein, et donc, c'est quand même grave. Et puis, l'intuition innée, elle reste ce qu'elle était. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Brian Butterworth, dans un colloque au Collège de France que Stanislas Dehaene a organisé lui-même. Brian Butterworth, c'est une sommité internationale en neuropsychologie. Et il fait une conférence, il explique le cadre théorique de Stanislas Dehaene. Il y a une échelle subjective, hein, sur la ligne numérique, qui se compresse vers la droite. Hein. Au début, il y a un processus de génération, et puis il y a ce que l'élève a produit, ce que l'enfant a produit. Il dit, ça c'est le cadre théorique de Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene croit que l'échelle subjective innée, la compétence innée, se restructure. Et Brian Butterworth dit, bon non. Ben non, l'échelle subjective, elle reste ce qu'elle était. Simplement, au cours de la tâche, l'enfant, quand on lui demande de situer un point, eh ben, il utilise ses connaissances numériques, le fait qu'il ait appris à mesurer avec un double décimètre, ses connaissances en proportionnalité, et puis il produit sa solution. Ce que vous observez, ce n'est ni plus ni moins que le produit de l'apprentissage et de l'enseignement. Voyez ? Donc sa théorie est pour le moins critiquée. Il termine même, ça vaut le coup, il y a la référence de la vidéo que je donne sur le café pédagogique, et c'est traduit en français en plus. Hein, il s'exprime en anglais, mais c'est traduit en français. Il termine sa conférence en disant qu'un célèbre effet expérimental sur lequel Stanislas Dehaene a travaillé est un bojoum. Un bojoum, c'est un être imaginaire dans la chasse au snark chez Lewis Carroll. Ouais. Et donc, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince, il est sévère. Je n'oserais jamais manquer autant de respect qu'il le fait. Mais bon, je n'ai pas la notoriété internationale de Brian Butterworth. Comment Stanislas Dehaene conçut-il le progrès depuis une échelle subjective dilatée au début, resserrée par la suite vers une échelle avec des écarts constants? Mais il pense que c'est à force de compter, numéroter.
Et comme quand on analyse le comptage-numérotage, on ne voit pas comment ça pourrait introduire à l'itération de l'unité. Autant quand on analyse le comptage des nombres, ah oui, l'itération de l'unité, ça dit que pour passer d'un nombre à un autre, il faut ajouter 1. Et donc les écarts sur la suite numérique, ils sont égaux, c'est toujours plus 1. Autant quand on sait qu'il est préférable d'enseigner le comptage dénombrement que le comptage numérotage, on comprend comment les enfants peuvent progresser, on le comprend bien. Lui, il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien. D'ailleurs, il dit dans une conférence nationale sur l'enseignement des mathématiques en 2012, regardez ce qu'il dit. Le passage d'une échelle à l'autre, hein, le fait d'accéder à des écarts égaux, c'est un grand changement mental, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a une sorte de révolution mentale et un changement théorique très abstrait qui se produit. Si on identifiait proprement chacune de ces transitions, on saurait que là, il faut faire très attention, parce qu'il y a quelque chose de crucial qui doit changer. Vous voyez, il met le doigt sur le problème, mais il est en plein brouillard. Moi, je lui conseillerais, allez voir un pédagogue. Ils parlent de décomptage dénombrement. Demandez-leur ce que c'est. Vous comprendrez mieux. Bon, on en rit, mais... Vous voyez bien que fondamentalement, ça a un côté qui ne donne pas envie de rire. D'après le document EduSCOL, comment les élèves apprennent-ils à positionner les chiffres sur une échelle linéaire, même écart entre deux? Croyez-vous qu'ils parlent de l'itération de l'unité? Pas du tout, parce que sur le site EduSCOL, il y a quand un enfant a échoué telle épreuve, comment vous pouvez l'aider à progresser? Croyez-vous qu'ils parlent de l'itération de l'unité? Non. Aucun moment il y est fait allusion. Croyez-vous qu'il ait fait allusion au secret, aux clés de ce mode de représentation, c'est-à-dire la ponctualisation, c'est-à-dire l'inclusion des grandeurs? 2, qu'est-ce que c'est? C'est pas le point 2, c'est les deux grandeurs, les deux unités depuis le début. Croyez-vous qu'il soit fait allusion à ça? Non. Ce qu'on nous dit, regardez-les activités, ce qu'on nous dit, faites des activités avec des plots d'éducation motrice, par exemple, vous mettez l'étiquette 1 à un plot, l'étiquette 10 à l'autre, mettez les autres plots et dites bien à l'enfant qu'il faut les disposer régulièrement. C'est-à-dire qu'on leur apprend à fournir la bonne réponse sans comprendre. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? On met en place un test, on recommande aux élèves d'enseigner comment, aux enseignants d'enseigner comment donner les bonnes réponses au test sans avoir les connaissances conceptuelles qui fondent ces bonnes réponses. Les seules qui intéressent le pédagogue. C'est pas bien sûr que si on entraîne des enfants à écrire des points espacés régulièrement sur un segment, ils vont y arriver en s'appuyant uniquement sur l'ordre des écritures chiffrées. C'est grave. C'est grave. Il faudrait enseigner aux élèves à bien répondre aux tests sans comprendre.